Ça a commencé avec la rencontre du livre Sisters de Daisy Johnson, qui en fait m'a été proposé par BBC Film et Element Pictures, qui avaient déjà les droits de ce livre. Ils ont ensuite vu mon court-métrage Hola, que j'ai fait il y a 5 ans maintenant. Et ils se sont dit que ça pouvait m'intéresser. Et ils avaient vu très juste. J'ai été complètement fascinée par ces deux sœurs, qui je crois finalement dans le film sont plutôt fidèles à ce qu'avait créé Daisy Johnson. Et puis elle a quelque chose dans son écriture, Daisy Johnson, que je voulais déjà travailler au cinéma et que j'avais tenté d'approcher un peu dans mon court-métrage aussi. C'est un vrai attachement aux détails du quotidien, de quelque chose qui normalement ne fait pas tellement cinéma. Et de là, peut-être pousser le curseur jusqu'à quelque chose d'un peu dangereux, voire même, quand on le pousse davantage, à quelque chose de fantastique. Donc il y avait cet élément de genre qui me fascinait, me faisait peur aussi, mais voilà, je sentais que c'était une très belle matière de cinéma. J'ai aucune référence directe de film dans mon film, à part la première que je mets un peu comme une blague un peu potache, de dire oui, alors voilà, c'est un film d'horreur, alors du coup... enfin, pour moi, c'est une façon en plus de tuer le papa et de reconnaître voilà, le fait qu'il y a eu un portrait de deux sœurs qui est marqué dans nos pupilles pour toujours, les sœurs de Shining. Mais c'est aussi une façon pour moi de m'en débarrasser, de m'en dégager. Et dans la préparation du film, et avec mon chef opérateur Balthazar Lab, on n'avait aucune référence de cinéma vraiment. Ou lui en a utilisé peut-être une ou deux pour de l'éclairage avec le feu de cheminée ou des choses comme ça, très techniques finalement. Mais moi je me suis interdit, mais c'était même pas un désir, donc je voulais juste pas utiliser des références de cinéma. Mes références, c'est plus de la photo. Et ça, je le reconnais du coup dans le film aussi. J'aime beaucoup la photo contemporaine. Et c'est plus des inspirations pour moi et esthétiques et même d'atmosphère ou parfois même de scénographie. Et par exemple, notamment pour la cabane qu'elle fabrique sur le canapé. Ça, c'est vraiment inspiré du travail de Janka Piotrowska, qui est une photographe polonaise que j'aime beaucoup. D'essayer de trouver des formes du coup dans le cadre. Tout ça, je sais que c'est des grandes inspirations de photographie. Et là-dedans, je me sens à l'aise même d'aller explorer, voler des choses, des images, me laisser inspirer par ça. Mais si je me dis, ah là, on va faire une scène comme il y a dans Psychose, ça me bloque tout de suite. Je dis Psychose parce qu'on m'a parlé de cette référence en me disant, bien sûr, Psychose. Et moi, j'étais là, mais alors, pas du tout. Mais pourtant, forcément, j'ai vu beaucoup de films quand même. J'aime le cinéma, donc ça travaille en moi. Il y a toute une banque d'images dans tous les cinéastes, de toute façon, qu'on le veuille ou non, qui travaillent tout seuls. Donc on peut retrouver certainement plein de références sans que je m'en rende compte. Et c'est une très bonne chose. Mais moi, je ne voulais pas crouler sous le poids de films. En plus, il y a aussi cette idée que la plupart des films de genre ont été faits par des hommes. Et du coup, ils ont fabriqué vraiment une image des femmes qui généralement est loin, en tout cas, de moi, de ma propre expérience de femme. Du coup, c'est évidemment le regard qui ne m'intéresse pas. En tout cas, moi, comme cinéaste, je suis aussi... mon désir de faire du cinéma, c'est aussi de mettre en pratique ce qu'on appelle le regard féminin et de montrer ce qu'on cache d'habitude dans la fiction, à savoir les poils, les règles, le sperme, toutes ces choses organiques qui, pour une raison que je comprends mal, généralement a été évacuée de la fiction. Donc je sais que même pour ça, pour cette raison-là, pour essayer de développer ce qu'on appelle le regard féminin, j'ai aussi voulu effacer autant que je peux mon souvenir de ce cinéma de genre fait par des hommes. Moi, j'ai très envie de construire des images qu'on n'a pas vues et qui, moi, m'ont manqué dans mon parcours de spectatrice. You look like shit. Are you on your period too? No.
moi j'avais un peu le fantasme de me dire que je vais commencer un film qui va faire croire aux spectateurs que c'est un teen movie ou un coming of age ou un truc comme ça, et qu'on va prendre des chemins de traverse et des routes pas prévues, et voilà, que c'est un peu une proposition, encore une fois, d'une règle du jeu que je propose aux spectateurs, et dans l'espoir qu'ils acceptent de s'y perdre, de se laisser faire aussi un peu, d'être surpris. Je me suis jamais dit, alors la première partie c'est ça, ensuite après on va faire un truc un peu comme ça, et ensuite pour moi c'est un mouvement organique ça. Mais c'est sûr que par exemple dans la partition sonore et du coup musicale, parce qu'en ayant travaillé avec Johnny Byrne, on a vraiment travaillé à ce que le son devienne de la musique, c'est pour ça qu'il a des crédits de compositeur. C'est que cet élément aussi fantastique et ce point de vue total de la perception sonore de July, ça nous amène, ça nous permet d'être accompagnés dans son délire, quoi, dans sa vision, dans sa perception complètement altérée de la réalité, jusqu'au moment où elle doit l'accepter. Et en fait, c'est là que ça devient le pire, parce que faire face à la réalité devient encore plus difficile. Quand on découvre les sœurs au début du film, on comprend assez tôt que déjà qu'elles ont besoin de créer un monde et un langage pour se protéger du monde extérieur, qui leur est plutôt hostile. Donc on comprend cette fusion qu'elles ont, cette espèce de barrière qu'elles construisent à deux pour faire face. On comprend aussi que cette barrière elle est construite par September, la sœur la plus âgée des deux, et que c'est elle qui aussi protège la petite sœur au lycée. Donc évidemment, quand on la voit à l'action de protection, d'une certaine forme de violence aussi, on comprend assez tôt que le revers de la médaille, c'est qu'elle a aussi du pouvoir sur sa petite sœur. Donc assez tôt, on comprend qu'il y a des enjeux de pouvoir qui se jouent. Et dans la seconde partie, après l'événement qu'on ne connaît pas, qui est représenté par un trou noir dans le film, elle passe à des actions peut-être plus violentes physiquement. En tout cas, elle monte d'un cran dans l'exécution de la violence. Et on réalise ensuite qu'en fait, c'est July qui a fabriqué ça. Donc peut-être la version de September morte est plus violente que la version de September vivante. September says slap me. You lose a life. September says slap me. Il y a cette idée en ayant en tête qu'à partir du trou noir et après September était en fait morte, on relie toutes les actions de ces deux filles au singulier, et on plonge dans la béance du déni de July et dans son rapport à la réalité qui a été complètement annulée. Encore une fois, c'est cette idée de deuxième lecture qui m'intéresse. Et cela dit, des moments qu'on voit face à nous et des scènes, parce que le film fonctionne un peu par boucle de répétition de scènes ou de situations qui ont tendance à se répéter ou à se ressembler avec des petites variations. Je veux aussi que le film fonctionne en se disant, alors qu'on sait qu'elle est morte. Enfin, je compte là-dessus aussi, parce que c'est l'endroit pour moi de pousser le curseur de cet amour inconditionnel entre ces deux sœurs, qui est fait évidemment de protection, d'amour, de tendresse, mais qui, je crois, comme toute cellule familiale et tout amour inconditionnel, est aussi du coup capable du pire. Je pense qu'une façon d'aborder la famille, c'est aussi ça, c'est de se dire qu'on est auprès de ces gens qu'on va aimer de fait, pour toujours, quoi qu'il arrive. Il y a cette espèce de pacte qui se crée dans nos sociétés, en tout cas. Et ça a quelque chose de sublime, de rassurant, encore une fois, et de cette sensation de nid. Mais c'est aussi laisser un pouvoir énorme à ces personnes-là sur notre existence.
Voilà, je pense que c'est pour ça que d'ailleurs le thème de la famille est un thème récurrent dans le cinéma, c'est que c'est un espace de grande contradiction. If I were kidnapped, would you offer to take my place? Yes. If I lost a limb, would you get amputated too? Yes. Je crois que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu l'adolescence. C'est un endroit vraiment de dualité totale, de force de vie, de désir et de grande morbidité. C'est, je crois, le moment de nos vies où on a le plus de forces opposées qui y travaillent, quoi. Et effectivement, dans leur cas, il y a quelque chose de morbide, mais de très lumineux et très ludique aussi. Donc c'est ce voyage entre les deux qui m'intéresse. C'est l'un et l'autre, et ni l'un ni l'autre. C'est vraiment cette zone du milieu, ou en tout cas de cette alternance entre un pôle et l'autre qui m'intéresse. Mais quand elles s'approchent ou qu'elles parlent de la mort, elles y vont pour de vrai. Quand elles font des jeux où elles font des animaux, elles y vont pour de vrai. Et ça peut passer de l'un à l'autre très très vite. Mais voilà, pour moi c'est ce que j'avais aussi aimé dans le livre, c'est que c'est une façon de parler de l'adolescence qui, moi, me parle beaucoup plus que ce côté je suis en colère, claque la porte, je suis sur mon téléphone et vous êtes tous nuls. C'est beaucoup plus que ça, l'adolescence. Enfin, je le pense vraiment. Je pense qu'on a un regard en tant qu'adulte sur cette période de nos vies qui est un peu, enfin souvent, presque qui les dénigre ou qui minimise les enjeux vraiment viscéraux et métaphysiques qu'on traverse à cet âge-là. C'est pas juste des coups de colère, c'est vraiment un rapport au monde qui est forcément violent. On doit se défaire de l'enfance, on regarde ce qui nous arrive à l'âge adulte. En plus, en ce moment, je trouve que c'est d'autant plus violent. Faire face à ça, ça ne peut pas on ne peut pas le considérer, enfin, on ne peut pas le penser à la légère. C'est entre la vie et la mort. Come on, Mike. Il m'a semblé important qu'on ait l'amorce de ce qui avait pu se jouer au lycée. Il était important qu'on comprenne que quelque chose était parti en vrille et que du coup on a laissé potentiellement September avec le couteau ouvert, prête à en découdre. Donc peut-être que la première idée qui nous vient, c'est de se dire « Ah, elle a dû planter quelqu'un » ou quelque chose de dangereux de cet ordre-là est arrivé. Donc c'est encore une fois pour moi une façon de mettre les gens sur une fausse piste. Mais et du coup quand July se réveille de ce déni, ça la replace à l'endroit du trauma. Enfin, ça me paraissait logique. Ça arrive énormément dans des cas de viol, par exemple. Par protection, le cerveau refuse de garder ces événements dans la case mémoire, en gros. Ça vient par flash d'images, d'où l'utilisation aussi pendant cette tempête de photos argentiques, avec des images de longue exposition, du coup avec une espèce d'effet un peu fantomatique. C'est une façon de se rattacher ou de retrouver sa mémoire. Donc pour moi, ça me paraissait assez logique au moment de la révélation de cette réalité, de retourner à l'endroit du trauma, en tout cas. Ça me semblait cohérent. Refuser la mort de quelqu'un et du coup en faire garder sa présence auprès de soi jusqu'à ce qu'elle nous mutile, je trouve que c'est beaucoup plus puissant que de pleurer comme rapport à la mort ou comme façon de vivre un deuil. Moi, je trouve ça plus intéressant que de faire une scène d'une fille qui pleure entre ses mains ou qui casse des meubles parce qu'elle est énervée et frustrée par le sentiment du deuil. Je crois pas, et je pense que ça encore, c'est un des pouvoirs de l'image et de la fiction, que ce qu'on nous a dépeint depuis toujours comme façon de réagir à l'annonce de la mort ou des annonces tragiques, on a pris une habitude aussi de se dire « Ah, c'est comme ça qu'on pleure, c'est comme ça qu'on est malheureux, c'est à ça que ça ressemble ». Moi, je pense qu'en grande partie, on l'apprend dans les films, ça. Et je suis pas sûre que ce soit la façon juste. Je pense pas que les sentiments dans mon film soient plus âpres que ce qu'ils ne sont dans la vie. C'est aussi, par exemple, entre la mère et July, entre Sheila et July, deux façons très différentes de faire son deuil ou de ne pas le faire.
Il y a toute une phase où on voit Sheila au lit, donc on reconnaît les traces de ce qu'on connaît d'être la dépression. Après, on la voit comme une sorte d'oiseau en cage quand elle se met à danser. Ensuite, on la voit aller chercher un mec pour baiser, boire de l'alcool, revenir au lit, tenter de revenir à l'extérieur, de parler à sa fille, de ne pas réussir. Et dans le cas de July, d'être dans un déni total de la réalité. Et puis avant ça, il y a eu le trou noir. Donc certainement, c'est le lieu des pleurs, d'un enterrement, de quelque chose qui effectivement m'intéresse moins que le avant et après. On est déjà après le temps des larmes, normalement, dans la temporalité du film. Et je ne trouve pas fascinant des scènes d'enterrement où les gens pleurent. Je ne crois pas qu'on ait accès non plus aux personnages de cette façon-là. Je ne sais pas, c'est aussi pour moi une façon de... Comme je parlais des scènes de sexe, par exemple, tout à l'heure, du fait qu'on peut fabriquer d'autres images et appréhender ces scènes-là d'une autre manière, je pense que c'est la même chose avec le manque, le désir, le deuil, la colère. Je pense que la matière humaine est très complexe et que c'est pas parce que les acteurs hollywoodiens font comme ça dans certaines séries Netflix que c'est la bonne façon de faire. Je tenais beaucoup à ce que dans le récit, les femmes soient au centre, restent au centre, et que les personnages masculins gravitent à une place très particulière, chacun à son rôle. Il y a le beau gosse du lycée, il y a celui qui est là pour mettre Internet, il y a celui qui est là pour un coup d'un soir, et il y a celui avec qui on perd sa virginité. Et c'était important pour moi qu'il reste effectivement vraiment à la marge et qu'il n'ait pas un impact énorme finalement sur la narration. Je pense notamment au fait que, par exemple, le fait que je sois une féministe militante, on m'a posé la question si dans ma tête, l'idée de cette tension qui se crée entre les sœurs, où on comprend que July, elle a un désir qui se développe pour les garçons, on a vite en tête qu'il va certainement y avoir un viol ou qu'il va y avoir un problème de cet ordre-là de violence sexiste et sexuelle. Et en fait, même, je me suis dit, même donner cette place-là aux hommes, pour moi, c'est leur faire trop de place dans mon film. Mon désir vraiment premier, peut-être, de faire du cinéma, c'est de remettre les femmes au centre pour enfin les regarder d'une autre manière. Et notamment, la scène de sexe, pour moi, c'est la scène la plus politique du film. C'est vraiment l'endroit où c'est une façon de se construire comme une autre. Elle est très adolescente, ma façon de penser, mais c'est de se construire contre. Et cette idée et ce poids que moi je charriais en tant que femme, même pas actrice ou réalisatrice, mais en tant que femme simplement, de toutes ces scènes de sexe que j'ai pu voir au cinéma et l'impact négatif que ça a pu avoir sur ma sexualité, c'est beaucoup plus impactant pour moi que le porno, par exemple. Toute cette idée de ces corps sublimes avec une lumière douce, des draps en soie, des gros plans sur la poitrine de cette femme, les mains de l'homme qui agrippe ses hanches, tous ces plans qu'on a en tête de ce type de sexualité-là où en fait l'homme va la pénétrer en quelques secondes, elle va jouir, tout ce langage-là me met profondément en colère en fait. Parce que je n'avais pas réalisé l'impact que ça a pu avoir et dans mon imaginaire et dans ma sexualité même. Et je pense que je ne suis pas la seule. Donc j'avais très envie de pouvoir faire une scène entre deux adultes qui vont se donner du plaisir, elle en le guidant, en l'aidant parce qu'elle se connaît bien, l'aidant à le faire, sans qu'il y ait de pénétration, en ayant son point de vue, donc en ayant accès à ses pensées, qui divaguent évidemment, qui reviennent dans son corps, ensuite qui pensent à autre chose. Je pense qu'on a tous traversé ça aussi, donc il y a quelque chose de drôle là-dedans aussi. No shit, I haven't shaved since. He hasn't shaved either. It must be hard for men to go bald. Yeah, for women too. Oh, that's it, you found my clip. Oh no, don't move. Yeah. Et puis voilà, ces deux adultes qui se donnent du plaisir, qui se disent merci à la fin. On n'aura vu aucun bout de peau, la lumière est restée un néon de chambre assez laid, parce que ça n'a rien de plus sérieux que ça, le sexe. Ça n'a rien de plus... c'est pas un événement, quoi.
ou pas plus que ça, ou pas plus que manger. C'est presque remettre aussi cette espèce d'idée sacrée qu'on a de la sexualité dans les fictions, d'un espèce de moment de la pause aussi des personnages, où genre, on n'aura plus de mots là-dessus, on n'aura plus d'intériorité, on va juste pouvoir à un moment dans les spectateurs admirer « Ah, elle a des seins comme ça, l'actrice, je ne pensais pas ». Vraiment, pour moi, c'est généralement des moments de rupture dans le récit, qui ne servent finalement à pas grand-chose, généralement. Et là, je me suis dit que c'était au contraire une façon d'accéder au personnage de la mère avec qui finalement on passe peu de temps, et on fait presque un détour de la trajectoire des deux sœurs, le temps d'être avec cette mère, parce que c'était aussi important pour moi de fabriquer ou de montrer une mère qui n'est pas qu'une mère, mais qui est une femme, et qui a des désirs, des failles, de l'humour, qui est complexe, quoi. Et je pense qu'on peut aussi atteindre ça par une scène de sexe. Oh, that was a good one. Et le fait que les héroïnes ne soient pas des actrices blanches, le fait qu'effectivement il y ait une jeune fille méchante en fauteuil roulant au lycée, qu'il y a un moment un couple de jeunes filles qui s'embrassent sur la plage et on passe à autre chose, c'est juste reconnaître que le monde est fait de ça, existe. Et notamment pour cette jeune actrice en fauteuil roulant, par exemple, c'était la première fois et elle était ravie d'avoir un rôle de méchante. Enfin, c'est la première fois qu'on lui proposait ça. Parce que c'est une actrice incroyable, mais la plupart des rôles qui lui sont proposés ont à voir avec son handicap. Alors que là, c'était pas le cas. Moi, je l'ai rencontrée parce que j'ai fait une tape et que j'ai reçu la tape, donc sans savoir qu'elle était en fauteuil. Je l'ai trouvée géniale, j'ai demandé à la revoir et là, j'ai su qu'elle était en fauteuil, mais je me suis dit, mais c'est génial. C'est juste aussi cette idée de se dire, mais voilà, faisons en sorte que dans mon film, les gens soient suffisamment représentants. En fait, je pense qu'on est très très complexe, les humains. On est beaucoup moins archétypaux et beaucoup moins facile à ranger dans des cases que ce que peut faire la fiction. Donc c'est un peu d'essayer de donner la place à ça dans mon film. C'est-à-dire que oui, c'est pas parce qu'elle est en fauteuil qu'elle est gentille. Évidemment que non. But on the health regulations which ban hairy girls from swimming. It's disgusting. Yeah, like they really shouldn't be allowed in here. I feel sorry for you. I wouldn't. Okay, that's enough. Draw the lane ropes down. Let's get started. Et là, ses raisons d'être cruelle, je ne sais pas. En tout cas, c'est une actrice formidable, elle est en fauteuil, elle le fait très très bien. Et effectivement, ça rajoute un élément de... Normalement, presque, c'est affreux ce que je veux dire, mais on les utilise pour faire tirer une larme, quoi. Et non, c'est des personnes tout aussi complexes que vous et moi, évidemment. Et c'est pareil pour les origines des actrices principales. C'est pas un sujet, enfin, c'est juste les représenter, qu'elles existent, mais ce n'est pas le thème du film. Can we continue, please? Okay, so 4x with the -1 gives -4x. 5. Le film est en anglais parce que le livre avait été acheté par une boîte de prod irlandaise et BBC Film, qui est donc anglais. Donc la question ne s'est même pas posée, c'était un projet d'une autrice anglaise, en anglais. Et moi, c'est pas du tout... je m'attache peu à la nationalité des gens. Enfin bref, je suis un peu étrangère partout, donc à l'aise nulle part et partout en même temps. Donc pour moi, c'était très très bien. Et puis quand même, cette idée de côte irlandaise, qui ressemble pas mal aux côtes anglaises quand même, je trouve se prêtait vraiment bien à l'univers du roman gothique de Daisy Johnson. Et je ne pouvais pas m'imaginer cette même histoire sur des côtes grecques. Donc non, j'ai embrassé la proposition telle qu'elle était, c'est-à-dire le faire en Irlande avec des actrices anglaises, et j'étais même ravie de ça. Je pense qu'on gagne toujours à être étrangère de toute façon quand on veut raconter une histoire. Même le fait que ce soit pas ma langue principale, évidemment, déjà je pense que ça donne une petite distance que je trouve intéressante. Et puis après, il y a mon regard d'étrangère sur l'Irlande, notamment, d'où le fait que j'ai eu besoin de mettre 2 fois le pape dans des images parce qu'ils l'ont partout. Je trouve ça drôle et qu'eux le voient même plus. Je sais pas, il y a toujours un truc que je trouve intéressant dans cette place d'étrangère. Donc moi, ça m'allait très bien.